Bonjour à toutes et tous, vous êtes nombreux à nous poser des questions. On a décidé de prendre les 4 questions qui reviennent le plus souvent et d'y répondre aujourd'hui. D'ailleurs, si vous vous posez des questions auxquelles je ne répondrai pas aujourd'hui, n'hésitez pas à les poser en commentaire, je prendrai le temps de les lire et d'y répondre clairement dans une prochaine vidéo. C'est quoi la différence entre le Bitcoin et les autres cryptos? Une question extrêmement importante. Et je comprends totalement. Chez Bitstack, on ne propose aujourd'hui que du Bitcoin. Alors forcément, vous voulez savoir pourquoi. Déjà, il faut déconstruire un mythe. Dans les médias, on entend tout le temps parler des cryptos, comme si c'était une grande famille homogène. Mais en réalité, cette catégorie n'existe pas vraiment. Qu'est-ce que je veux dire par là? Le seul point commun entre toutes les crypto-monnaies, c'est ce qu'on appelle l'autoconservation, du moins en théorie. C'est-à-dire la capacité de détenir vous-même vos actifs sans passer par un intermédiaire comme une banque, de détenir sur votre portefeuille personnel en quelque sorte. Et ça, effectivement, c'est une vraie différence par rapport à la finance traditionnelle. Mais ça s'arrête là. Le monde des cryptos est en réalité extrêmement diversifié. Vous avez des projets technologiques qui cherchent à créer des applications ou des plateformes décentralisées. Vous avez des œuvres d'art numériques sous forme de NFT, des jetons non fongibles, des stablecoins qui sont des reproductions de la valeur d'une monnaie traditionnelle, des actions d'entreprise que l'on a jetonisées, transformées sous forme de crypto. Et puis il y a Bitcoin, un projet d'alternative monétaire. Donc mettre tout ça dans le même sac, c'est faire une erreur d'analyse majeure. Pourquoi? Parce que les approches entre ces différents projets doivent être radicalement différentes. D'ailleurs, est-ce que pour les actifs traditionnels, on entend souvent des analyses qui mettraient dans le même sac une monnaie, de l'immobilier, une obligation d'État, une action d'entreprise cotée, une œuvre d'art, etc. Non, vous ne verrez personne dire les actifs et enchaîner avec une analyse homogène. Prenons un exemple concret. Une œuvre d'art numérique via un NFT. Elle se rapproche bien plus d'une œuvre d'art physique que de Bitcoin. Quand vous achetez un tableau ou un NFT, vous allez adopter la même approche. Un jugement artistique, subjectif, vous allez vous demander est-ce que c'est beau, est-ce que c'est original, qui est l'artiste, quelle est sa cote. C'est une démarche culturelle et émotionnelle. Bitcoin, ce n'est pas ça du tout. Alors c'est quoi Bitcoin? C'est un système de cash électronique pair à pair et un projet de monnaie alternative en dehors du système bancaire traditionnel. Ce n'est pas que les autres cryptos sont toutes mauvaises, c'est simplement qu'elles ne relèvent pas de la même chose. Elles n'ont pas le même objectif, pas le même fonctionnement et pas la même proposition de valeur. Beaucoup d'entre elles, malheureusement, sont aussi des arnaques ou des mauvais projets qui relèvent d'une logique au pire de casino, au mieux de capital risque. Chez Bitstack, nous souhaitons vous accompagner sur la constitution d'une épargne sur le temps long pour financer vos objectifs de vie. Ça signifie pouvoir se projeter, adopter une discipline financière et ne pas s'improviser trader. Et Bitcoin, en ce sens, est pertinent. Il se passe quoi une fois qu'on a atteint les 21 millions de Bitcoin? Alors là, je vais peut-être vous surprendre, mais en réalité, on n'atteindra jamais les 21 millions de Bitcoin. Mais attention, ne partez pas en courant, c'est juste un raccourci pédagogique qu'on utilise. Globalement, le principe des 21 millions reste vrai. Alors d'où viennent les 21 millions? Les fameux 21 millions de Bitcoin sont le résultat de 2 caractéristiques techniques de Bitcoin. Première caractéristique, Bitcoin est divisible jusqu'à 8 chiffres après la virgule. La plus petite unité de Bitcoin s'appelle un Satoshi ou un SAT. Un Bitcoin, c'est 100 millions de Satoshi. Deuxième caractéristique, le halving. Tous les 210 000 blocs de Bitcoin, soit environ tous les 4 ans, la récompense que reçoivent les mineurs pour sécuriser le réseau est divisée par 2. Alors, qu'est-ce qui se passe? À force de diviser par 2, on arrive à des chiffres de plus en plus petits. On a commencé à 50 bitcoins toutes les 10 minutes, puis 25, 12,5, etc. En 2024, les mineurs reçoivent 3,125 bitcoins par bloc. En 2028, ce sera 1,5625 bitcoins. En 2032, ce sera encore plus petit, 0,7825 bitcoins par bloc, et ainsi de suite. Vers l'année 2140, on arrivera à un moment très particulier. Le réseau va diviser par 2 la récompense monétaire, mais cette division, elle fera passer la récompense au 9e chiffre après la virgule. Or, Bitcoin ne traite pas une unité aussi petite, il s'arrête à 8 chiffres après la virgule. Donc à ce moment-là, le réseau arrêtera tout simplement d'émettre des nouveaux bitcoins. Techniquement, ce sera 0. À ce moment-là, on n'aura pas tout à fait atteint 21 millions, mais juste une poussière en dessous, quelques satoshis de moins. 21 millions, c'est ce qu'on appelle une asymptote en mathématiques, donc c'est la limite vers laquelle on tend, mais qu'on n'atteint jamais vraiment. Et après, les mineurs font quoi? C'était ça la question. Une fois la création monétaire terminée, les mineurs continueront de sécuriser le réseau, mais ils seront récompensés uniquement par les frais de transaction que payent les utilisateurs. C'est aujourd'hui le scénario
le plus probable. Mais ceci dit, on parle de l'année 2140, c'est dans 115 ans, donc c'est difficile de se projeter aussi loin. Et malheureusement, nous ne serons probablement plus là pour le voir. Ce qui est important, c'est pas tant le chiffre exact de 21 millions. Ce qui compte, c'est la rareté. C'est le fait qu'il existe une limite absolue à la création de Bitcoin. Et c'est ça qui fait sa valeur en tant que réserve de valeur. Pourquoi épargner en DCA plutôt qu'investir tout d'un coup? DCA, ça veut dire Dollar Cost Averaging, ou en français, investissement programmé. C'est la méthode que nous pratiquons chez Bitstack avec nos différents produits comme l'arrondi ou l'épargne récurrente. Il s'agit d'investir une petite somme régulièrement plutôt qu'un gros montant en une seule fois. Mais pourquoi? Déjà, il faut comprendre que Bitcoin, c'est un marché très particulier. Il ne ferme jamais. Pas de pause, pas de week-end, pas de vacances, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par an. C'est pas comme la bourse qui ferme à 17 heures en semaine et tout le week-end par exemple. Il n'y a donc pas de répit pour les traders de Bitcoin. Le marché, il est mondial. Des gens tradent du Bitcoin à Tokyo, à New York, à Londres, à Paris en même temps. C'est un terrain de jeu propice pour les traders professionnels, les institutions financières, les algorithmes de trading de haute fréquence. Mais en tant que particulier, c'est très difficile de battre des professionnels du trading. Ou alors sur un coup de chance. Mais ces gens-là ont des équipes d'analystes, des algorithmes qui passent des ordres en millisecondes, des budgets de millions ou de milliards. Vous avez votre téléphone et peut-être quelques graphiques. Essayez de timer le marché, c'est-à-dire essayer d'acheter au plus bas et de revendre au plus haut, c'est particulièrement dangereux pour un particulier. Les statistiques le montrent d'ailleurs, la grande majorité des traders particuliers perdent de l'argent. C'est là qu'intervient le DCA. Cette méthode présente 3 avantages énormes. Premièrement, disciplinez votre budget. Avec le DCA, vous décidez à l'avance combien vous allez épargner et quand. Par exemple, 50 € tous les lundis ou 200 € le premier de chaque mois. C'est automatique. Vous n'avez pas besoin de vous demander est-ce que c'est le bon moment, vous suivez votre plan, point. Ça vous évite 2 pièges classiques. 1, épargner trop quand vous êtes euphorique, c'est-à-dire quand Bitcoin monte, ou bien, à l'inverse, ne plus épargner du tout quand vous avez peur parce que le Bitcoin baisse. Avec le DCA, vous épargnez dans tous les cas. Quand ça monte, quand ça baisse, quand ça stagne. Deuxième avantage, déchargez votre charge mentale. Franchement, c'est épuisant de regarder les cours toute la journée, de se demander est-ce que je dois acheter maintenant, et si ça baisse demain, et si j'attends, et que ça monte. Cette charge mentale, elle est énorme. Elle vous bouffe de l'énergie. Elle génère du stress, elle génère de l'anxiété. Pour certains, ça peut même devenir une addiction, comme celle que l'on retrouve dans les paris sportifs ou au casino. Le DCA, c'est la tranquillité d'esprit. Vous configurez votre épargne programmée et après, vous pouvez vous concentrer sur votre vie, votre travail, votre famille, vos loisirs. Bitcoin, ce n'est pas votre job. Vous n'avez pas besoin d'y penser 24 heures sur 24. Troisième avantage, lissez votre risque. Et c'est sans doute l'avantage le plus important d'un point de vue financier. Bitcoin, c'est volatile. Ça peut monter de 20% une semaine, baisser de 30% la semaine suivante. Si vous mettez tout votre capital un lundi et que Bitcoin chute de 25% le jeudi, vous allez potentiellement mal dormir. Avec le DCA, vous lissez cette volatilité. Certaines fois, vous allez acheter cher, d'autres fois, vous allez acheter pas cher. Et en fin de compte, vous obtenez un prix moyen. Petit exemple concret, imaginez qu'en semaine 1, Bitcoin soit à 50 000 € et vous achetez pour 100 €. En semaine 2, il est à 40 000 €, vous achetez pour 100 €. En semaine 3, il est à 80 000 €, vous achetez pour 100 €. En semaine 4, il est à 100 000 € et vous achetez pour 100 €. Au total, vous avez épargné 400 € et vous avez accumulé 0,00675 Bitcoin. Votre prix moyen d'achat, environ 59 000 €. La moyenne simple des prix aurait été de 67 500 €, mais grâce au DCA, en fait, vous avez acheté automatiquement plus de Bitcoin quand c'était moins cher et vous obtenez un meilleur prix moyen. Le DCA, évidemment, c'est pas magique, ça ne vous garantit pas des profits, mais ça vous protège de vos propres émotions, de vos propres erreurs de jugement. Et donc, en plus des Bitcoins, vous achetez la tranquillité d'esprit. Est-ce que le Bitcoin est anonyme? La réponse, elle est très simple. Non, Bitcoin n'est pas anonyme. Par contre, Bitcoin est pseudonyme. Et la différence, elle est énorme. Laissez-moi vous expliquer avec des exemples du quotidien. L'anonymat, c'est quoi? Imaginez que vous allez acheter une baguette de pain avec des pièces de monnaie. Le boulanger ne sait pas qui vous êtes. Il n'a aucun moyen de vous identifier. Même s'il voulait savoir d'où viennent ces pièces, il ne pourrait pas remonter leur historique. Il ne sait pas qui les a possédées avant vous. C'est ça l'anonymat. Aucune trace, aucun lien avec votre identité. Le cash, concrètement, c'est anonyme. Le pseudonymat, maintenant, à l'inverse, imaginez que vous écrivez des romans sous un pseudonyme. Vous signez vos livres Jean Mystère au lieu de votre vrai nom. Les lecteurs ne connaissent pas votre vraie identité, mais toutes vos œuvres sont liées entre elles par ce pseudonyme. Si quelqu'un découvre que Jean Mystère, eh bien c'est vous, alors toutes vos œuvres seront reliées à votre vraie identité. Et ça,
c'est le pseudonymat. Comment ça marche avec Bitcoin? Bitcoin fonctionne exactement comme ça. Quand vous utilisez Bitcoin, vous n'utilisez pas votre nom. Vous utilisez une adresse Bitcoin qui ressemble à ça. Ça, c'est votre pseudonyme. Le problème, ou la caractéristique en tout cas, c'est que toutes les transactions Bitcoin sont publiques. Elles sont enregistrées dans la fameuse blockchain que tout le monde peut consulter. Donc si quelqu'un découvre que cette adresse vous appartient, eh bien il peut voir toutes les transactions que vous avez faites avec cette adresse. Il peut voir combien de Bitcoin vous avez reçu, il peut voir combien vous avez envoyé, à quelles adresses vous avez envoyé de l'argent, etc., etc. Retenez bien donc que Bitcoin, c'est pseudonyme, ce n'est pas anonyme. Ce n'est pas un outil pour se cacher, ou en tout cas très imparfaitement. C'est un système transparent où les transactions sont publiques, mais où les identités sont masquées derrière des adresses. Voilà, j'espère que ces réponses vous ont été utiles. Si vous avez d'autres questions sur Bitcoin, sur Bitstack, sur l'épargne en Bitcoin en général, n'hésitez surtout pas à les poser en commentaire. Je pourrai les traiter dans une prochaine vidéo. Et si cette vidéo vous a plu, pensez à liker, à vous abonner pour ne rien rater des prochaines vidéos. D'ici là, épargnez intelligemment et à très bientôt sur la chaîne Bitstack.